Bonjour Étienne Mélanie. Bonjour Emric. Merci beaucoup de nous avoir rejoints aujourd'hui sur cette première édition du studio Jeune Marine aux Assises de l'économie de la mer de Bordeaux, en partenariat avec le cluster maritime français, CMB Tech et Euronav. Alors, je suis particulièrement ravi de vous recevoir aujourd'hui. Vous avez certainement un des profils marine marchande les plus inspirants. Vous êtes rentré à l'école en 2011, toute première promotion de l'ENSM. Après un parcours assez court mais parfait d'officier, puis de nouveau sur les bancs de la fac pour acquérir de nouvelles compétences et arriver enfin directeur de cabinet du ministre des Transports Jean-Baptiste Djebari et maintenant directeur général de DFDS France à peine plus de 30 ans. Alors la marine marchande serait-elle un plus pour comprendre les enjeux maritimes aux plus hautes fonctions de l'État et des armements français? Écoutez, tout d'abord, merci de votre invitation. Je suis très heureux d'être ici aujourd'hui. Alors, je ne sais pas si mon profil est parfait ou inspirant. Je pense qu'on peut dire qu'il est inhabituel, ça c'est sûr. Mais Le finalement, parcours est très beau. ouais, bien sûr. Mais je vous avoue que je regarde ça avec beaucoup d'humilité parce que plus les responsabilités sont grandes et plus ça m'oblige, hein. On a quand même un certain nombre d'employés, donc je regarde ça avec beaucoup de sérieux. Mais je pense que c'est peut-être le symptôme, enfin l'heureux symptôme d'un monde qui change, d'une école aussi qui a su apporter un petit plus avec la filière ingénieur et qui permet de fait d'avoir peut-être une meilleure visibilité au sein du monde du travail. Et je pense, alors il y a certainement eu beaucoup de travail de ma part, mais j'ai aussi eu la chance de rencontrer des gens qui m'ont considéré probablement pour ce que j'étais, avec mes qualités, mes défauts probablement et qui ont su me faire confiance au bon moment. Et pour ça, je leur suis extrêmement reconnaissant, bien sûr. Alors votre prédécesseur, Jean-Claude Charlot, s'est investi comme jamais dans une fronde anti-dumping social menée conjointement avec Jean-Marc Rouet de Brittany Ferries, Hervé Berville, à l'époque secrétaire d'État à la mer, trois députés, Didier Legac, Sébastien Jumel et Pierrick Berthelot. Alors cette première lutte transpartisane a été un formidable vecteur d'entente sur un sujet qu'on attendait depuis plus de 20 ans, avec les premiers pavillons qu'on appelle BIS ou registres internationaux sur la Corse. Qu'en est-il aujourd'hui de l'application de cette loi? Alors peut-être rappeler d'abord que ce qui a été fait est absolument remarquable et je pense historique. Historique déjà parce que on a eu un alignement tant côté français que britannique sur cette question-là, qui est tout à fait remarquable. Et Dieu sait que on a Oui, souvent parce que des le histoires côté très différentes. transpartisan et unanime français Ouais, a été au-delà des frontières, puisqu'il absolument, y a eu exactement le même engouement sur absolument. nos confrères britanniques. Tout à fait, tout à fait. Et ce que je trouve intéressant dans cette mesure, c'est que finalement, ça n'est pas qu'une mesure protectionniste de plus. Je pense que ça pose une vraie question de société, pas au D'accord. niveau national, mais au niveau européen, qui est de savoir quel modèle social voulons-nous. Complètement. Et je pense qu'on est aujourd'hui à une époque charnière où cette question-là devra nécessairement infuser dans le débat public, et surtout au niveau européen, euh, parce que je pense que la construction européenne telle qu'on la voit aujourd'hui ne pourra pas faire fi de la question sociale. Et environnemental, puisque c'est peut-être pas forcément très écolo de faire venir des marins de l'autre bout du monde. Ouais, bien sûr, mais je pense que les deux sont totalement intriqués, hein, finalement, parce que derrière ça, il y a la question de l'acceptabilité sociale, et finalement, elle se joue tant sur l'aspect social que sur l'aspect environnemental. Tout à fait. Donc, ceci étant dit, où en est-on aujourd'hui? Alors, je ne vais évidemment, j'ai pas vocation à faire le procès à charge ou à décharge d'ailleurs de mes concurrents, mais un changement des pratiques d'abord, sur les lignes courtes Calais-Douvres notamment, donc ça c'est un point très majeur. Il y a encore évidemment un certain nombre d'interrogations, mais ce qui est normal, hein, on a pris une loi, ensuite il y a des décrets qui sont pris, et après il y a l'application et la mise en œuvre de façon très pratique qui peut poser un certain nombre de difficultés ou d'interrogations. Donc aujourd'hui, il y a trois points majeurs qui sont pour nous essentiels. Le premier, c'est la question de l'alignement des pratiques dans les contrôles qui vont avoir lieu entre les autorités britanniques d'une part et les autorités françaises. Puisque nécessairement, il peut y avoir parfois des différences d'appréciation sur un certain nombre de sujets. Et pour nous, il est important qu'il y ait une lisibilité assez forte, de manière à ce que l'on puisse, je dirais, naviguer de façon assez paisible. Puisqu'à l'heure actuelle, sur le transmanche, il y a déjà eu un contrôle.
Tout à fait. Le deuxième point que j'allais effectivement souligner, si vous faites une très bonne transition, c'est la question des contrôles, euh, qui commencent à être déployés et qui vont l'être probablement davantage. En tout cas, je ne veux pas déflorer les annonces qui seront faites lors des assises, mais c'est l'objet de ce qui nous a été présenté. Et le dernier point, c'est dans la mesure où les contrôles vont être menés par l'inspection du travail en France, qu'en est-il de la maritimisation de Hmm, ces agents-là, qui n'ont pas de bagage maritime tout à fait. initial? Alors, c'est pas du tout un frein, hein, je veux dire, Non, mais il y aura heureusement. peut-être une période de formation. Exactement. Et je pense que là-dessus, il y a quand même une acculturation des esprits sur ces sujets-là, parce qu'évidemment, bon, le maritime, c'est un sujet particulier. Pas autant qu'on voudrait le croire d'ailleurs, mais ça reste quand même un sujet particulier. Et donc, il y a un certain nombre de dispositions qui devront être prises en compte. Alors, le social est très important. Les armateurs ont également un engagement demain, hein, c'est sur la transition énergétique de leurs navires et la décarbonation. Comment DFDS entend répondre aux recommandations OMI? Parce que, évidemment, j'imagine qu'on ne va pas forcément répondre de la même manière sur un Calais Douvres que sur un Marseille-Bastia ou un Rosslare-Bilbao. Alors, c'est une préoccupation de demain, mais c'est aussi et surtout une préoccupation d'aujourd'hui et une préoccupation d'hier. Pour une raison assez simple, DFDS, donc, est une compagnie danoise, alors qui aujourd'hui est largement européenne slash méditerranéenne, hein, dans sa culture, son essence. Mais le Danemark, c'est un pays qui est fortement menacé par la montée des eaux, et la conscience écologique là-bas est très très ancrée au sein de la population. Et on voit d'ailleurs qu'au sein du paysage politique, par exemple, même l'extrême droite là-bas est écologiste, et ce qui est assez D'accord. remarquable. Donc, à travers les engagements qui sont portés, notamment par le groupe, il y a des engagements qui sont forts. C'est pas de la communication, c'est pas du greenwashing, et ce sont des choses qui ont commencé déjà il y a bien longtemps. Puisque pour vous donner un chiffre très, très, très pratique, de 2008 à 2023, on a réduit nos émissions de 30% déjà sur la partie ferry, donc à la tonne par kilomètre, hein, pour avoir quelque chose qui soit objectivé. De 2008 à 2023. Oui, Donc tout à les fait. chiffres 2000, enfin, les objectifs 2030 étant basés sur les chiffres de 2008, Oui. vous êtes déjà prêt. Donc après, l'objectif, donc deux autres jalons. Le premier, 2030, moins 45%. Donc on est en train d'être sur la D'accord. bonne Ah, donc direction. vous êtes au-delà des recommandations. Ouais, parce qu'on pense qu'on est capable de le faire et on a évidemment notre part à prendre, et donc on fera le maximum. Et évidemment, l'idée, c'est d'atteindre la neutralité carbone en 2050. Là, on a fait, c'est vrai que les premiers pourcents sont les plus faciles à atteindre. Et ce qu'on a fait, Parce que la neutralité, ça va pas être facile, hein. exactement. Donc là, l'étape d'après, en tout cas sur la zone du nord, hein, donc Calais-Dunkerque pour aller vers Douvres, l'idée c'est de déployer des navires électriques qui seront totalement électriques sur batterie, puisque la D'accord. distance le permet, Oui. avec un premier déploiement en 2029. Donc là, en fait, c'est même plus que la neutralité. Vous allez être sur du zéro émission. Ah oui, bah, de toute façon c'est l'objectif, et en fait on a les technologies. D'accord. Là, l'enjeu, c'est comment est-ce qu'on les déploie à une échelle industrielle. Donc ça, c'est quand même, techniquement, il y a des enjeux. Et après, la marche est haute en termes de décarbonation par le coût que ça représente. Et c'est pour ça qu'on s'engage là-dessus. Notre CEO, Torben Carlson, était au sommet de Choose France qui s'est tenu l'an dernier et a annoncé un investissement d'1 milliard d'euros sur ces questions-là, devant le président de la République. Donc ça engage quand même un petit peu. Et vous noterez qu'1 milliard d'euros, c'est pas neutre. Ah non, Ce c'est sera pas neutre. probablement pas assez. Mais ça nous permettra en tout cas de remplacer nos 6 navires qui opèrent entre Calais Douvres et Dunkerque Douvres avec des navires électriques sur batterie. Donc ça, c'est la technologie que l'on privilégie sur des lignes courtes. Donc là, ça, c'est pour l'objectif 2050. Ces bateaux arriveraient en flotte à partir de quand? Entre 2029 et 2035. Ah oui. Ouais, Voilà. donc vous serez prêt très largement avant. Ouais. Et après, évidemment, il y a la question de nos autres lignes qui Ouais. ont, elles, des distances plus importantes. Quelles sont-elles, hein? Alors, on a des lignes qui partent, par exemple, du sud de la France pour aller en Turquie, Oui. de l'Italie aussi. On a le Donc détroit de c'est Gibraltar. Turquie sur 7. Ouais, c'est ça, absolument, absolument, avec 6 départs par semaine. D'accord. Alors là, le trafic essentiellement 6 départs par semaine, donc ouais, vous ouais, avez ouais. au moins 2 navires dessus? 7, à vrai dire, parce qu'il y a 3 jours et demi de mer. Ah oui. Ouais. Je me suis aperçu de ça la semaine Oui, oui. dernière, c'est assez remarquable. Avec un trafic ro-ro, hein, essentiellement. D'accord. Et des lignes aussi dans le côté de la mer du Nord également. On a le Amsterdam-Newcastle, et puis des lignes encore dans la mer Baltique. Et pour ces lignes-là, qui sont de distance plus importante, on pense que la solution énergétique qui est la plus appropriée, ce serait plutôt d'aller vers du e-méthanol. D'accord. Donc, ce sont des choses sur lesquelles on continue de travailler. D'accord. Vous noterez probablement Donc qu'on du a... carburant alternatif en gardant des machines diesel en fait.
Non, non, après, on peut adapter la motorisation à ce genre de carburant, hein. Donc, alors après, je rentre un peu dans le détail, mais la vérité, c'est que moi, je m'en occupe pas personnellement. On a des équipes à Copenhague qui font un travail formidable et qui travaillent énormément là-dessus. Et vous noterez d'ailleurs qu'on a assez peu communiqué là-dessus depuis l'annonce que l'on a faite au sommet de Choose France, pour la simple et bonne raison que chez DFDS, et moi qui viens d'arriver, je trouve ça vraiment remarquable, enfin qui vient de revenir plutôt, euh, dès lors qu'il y a une annonce à faire, on s'interroge toujours sur le fait de savoir est-ce que ça peut passer pour du greenwashing ou non. Hmm. Et on ne veut pas de greenwashing. On veut des actes, on veut des actions, et je pense que les gens attendent de nous d'être jugés sur pièce. Donc ça, c'est la première raison. La deuxième, c'est qu'on est au boulot et que quand vous communiquez, vous ne bossez pas. Et d'ailleurs, probablement que je ne fais pas grand-chose actuellement, mais c'est important d'être là malgré tout. Donc nos ingénieurs sont au travail et on communiquera évidemment quand tout sera bien monté sur pied. Bah, merci beaucoup. Alors là, c'est un beau tableau de bon élève, en perspective en tout cas, pour la décarbonation, mais l'actualité nous fait dire aussi que vous êtes un très bon élève côté social et peut-être aussi sociétal, avec vous avez été lauréat du tout premier trophée Vista France de la mixité du maritime et du portuaire. Alors, c'est un souci du maritime dans le sens où très peu de femmes euh, accèdent aux plus hautes fonctions parce qu'il y en a déjà très peu aussi à l'école. Alors comment avez-vous obtenu quelque part comment avez-vous été lauréat de ce prix? Qu'est-ce que vous avez mis en œuvre et qu'est-ce que vous allez encore mettre en œuvre de supplémentaire pour favoriser la féminisation de votre activité maritime? Alors derrière ça, je pense qu'il y a deux idées qui sont très simples. La première, c'est de se dire que... Allez, peut-être trois. La première, c'est de se dire que la diversité, c'est une force pour une entreprise. Et ça, vraiment, je pense que c'est quelque chose sur lequel on est très à cheval. C'est quelque chose auquel on tient énormément, et depuis d'ailleurs plusieurs années. La deuxième raison, c'est je pense que... Enfin, c'est pas je pense, mais il y a un état de fait qui est qu'on a autant de femmes que d'hommes sur Terre. Donc partant de ce principe-là, alors oui, évidemment, on a des métiers qui sont compliqués, il y a des freins. Il y a évidemment la question de l'éloignement quand vous voulez fonder une famille sur Alors, des on a sujets autant de femmes qui... que d'hommes sur Terre, mais en même temps, il y a des métiers où on voit majoritairement des femmes, Hmm, des métiers où on voit majoritairement des hommes. Il y a peut-être aussi des appétences différentes. absolument, tout à fait. Et l'idée, en fait, c'est d'accompagner le changement, mais pas de le forcer. Et je pense par ailleurs que c'est une demande des nouvelles générations qui arrivent sur le marché du travail. On voit que ceux qui nous rejoignent aujourd'hui et ceux qui nous rejoindront par la suite ont une approche du travail qui est différente, peut-être même bouleversée par rapport à ce que certains ont pu connaître par le passé. Et je crois que sur ces sujets-là, on se doit à tout prix d'être en amont. Si maintenant on revient sur la question de la parité au travail, euh, on s'est fixé comme objectif de 30% en 2028, étant entendu que, en fait, on a des femmes, mais souvent, et je pense que c'est le point le plus problématique, c'est que vous avez des disparités très fortes. C'est-à-dire que vous avez un engagement de femmes, ou en tout cas un pourcentage de femmes sur des postes de cadre, notamment à bord des navires, qui est relativement faible, là où sur du personnel d'exécution, vous en allez avoir beaucoup plus. Et je pense que le vrai sujet, il est là en réalité. C'est que moi je suis très attaché, et DF d'ailleurs est très attaché à la question de la promotion sociale, et là-dessus, il faut qu'on travaille davantage. Parce que c'est pas normal qu'on ait des effets de seuil qui soient aussi importants entre les personnels d'exécution, par exemple, et les officiers d'autre part. Ouais, alors, à l'entrée de l'ENSEM, on est aux environs des 10 à 15% de femmes. Quel est le levier pour arriver à tendre vers les 25 ou 30% de femmes dans les fonctions hautes dont vous nous parlez? Puisque là, du coup, il va y avoir peut-être un peu de discrimination positive. Je crois pas à la discrimination positive, et je pense pas que ce soit l'idée de notre action. D'accord? En fait, bon, déjà, on se fixe des chiffres parce qu'il faut bien se donner un objectif, et Oui. que sans ça, en fait, vous pouvez discuter autant que vous voulez, vous n'allez pas avancer beaucoup plus. Non, ce qui est important, c'est qu'on communique et qu'on sensibilise. Je pense que c'est encore plus vrai en France. On n'est pas dans un pays de marins, hein. Donc déjà, faire naître une conscience maritime chez nos concitoyens, ce sera de fait une façon d'attirer plus de femmes vers ce métier. Et je pense aussi qu'il y a peut-être chez ceux qui le connaissent un petit peu de près ou de loin, forcément des a priori et des inquiétudes. C'est un secteur qui est magnifique, mais qui peut être intimidant aussi au début. Et je l'ai connu, donc je parle de ça en connaissance de cause. Merci Étienne. Alors vous allez intervenir dans quelques minutes justement sur le dumping social. On va suivre avec grande attention vos échanges et vos solutions pour lutter contre ce dumping social et favoriser
la diversité, la décarbonation et le côté vertueux du maritime pour le meilleur des transports. Merci beaucoup Étienne de nous avoir rejoints aujourd'hui sur le tout premier studio Jeune Marine aux Assises de l'économie de la mer en partenariat avec le cluster maritime, CMB Tech Euronav et surtout n'oubliez pas de vous inscrire et de vous abonner à notre chaîne YouTube pour nous suivre, pour revoir tous les contenus et ne surtout rien rater des prochains. Merci Merci beaucoup, beaucoup Émeric. Étienne. Et À abonnez-vous bientôt. parce qu'ils sont formidables. Merci Étienne. À bientôt.